La tête au carré, Daniel Fievé. Le club de la tête au carré avec l'anthropologue Marc Auger, la linguiste Florence Moreno, Sabine Bernert, photographe, Alice Michonnet du Muséum d'Histoire Naturelle du Havre. Le génie de la nature, c'est le titre de la nouvelle exposition du Muséum du Havre. Sabine Bernert, vous êtes l'une des commissaires de cette exposition qui s'adresse à un public familial. C'est tout un collectif d'observateurs passionnés de la nature et du monde animal qui est derrière cette exposition. Oui, nous sommes toute une bande d'amis passionnés et d'horizons complètement différents et rassemblés par une même passion. Oui. Vous êtes photographe, vous êtes prête à aller très loin pour photographier des animaux sauvages dans leur milieu naturel. Vous êtes allée dans quel pays ? J'ai travaillé au début en Afrique, pas beaucoup en Afrique australe. Ensuite, je suis partie au Costa Rica j'avais fait un premier livre en Afrique australe, j'en ai fait un deuxième au Costa Rica. Et puis après, je suis partie à l'autre bout de la planète, en Nouvelle-Zélande. Alors en Nouvelle-Zélande notamment, il y a ces albatros royaux du Nord qui sont présentés qui sont magiques dans l'exposition. Voilà, alors là, il y a de quoi s'émerveiller avec un albatros. Dites-nous en quoi cet animal est absolument fantastique. Alors la Nouvelle-Zélande déjà, c'est le pays de mon cœur. Donc attention, méfiez-vous, je pourrais en parler pendant des heures et des jours d'affilée. Commençons déjà. Commençons avec les albatros royales du Nord. Oui, j'avais jamais vu d'albatros de ma vie avant d'avoir eu la chance de pouvoir les approcher de près, qui est une chance que j'apprécie. Ça, c'est un des grands bonheurs de ma vie, puisqu'il est très difficile d'approcher cette colonie. Il y a une colonie d'albatros royaux qui niche sur l'île du Sud, dans la péninsule Otago. C'est la seule qui soit accessible, en fait, parce que les autres sont sur des îlots rocheux qui sont réellement impraticables. Et après pas mal d'années, j'ai réussi à obtenir le permis pour y aller, puisque je travaille beaucoup en lien avec les Néo-Zélandais et pour le département de conservation. Donc, ils m'ont autorisé à aller faire des photographies, montrer leur travail. Et là, j'ai découvert un oiseau majestueux qui évidemment nous fait rêver. Depuis Baudelaire, on n'a pas une belle idée, mais quand on les découvre, ils sont beaux, ils sont doux, ils sont splendides. Ils sont grands, c'est le plus grand oiseau marin. C'est l'un des plus grands oiseaux marins. Ils vivent 95% de leur vie en mer. Et quand ils viennent sur Terre, c'est pour se rencontrer quand ils sont jeunes et ensuite pour se reproduire. Alors, il y a beaucoup de choses à raconter sur les albatros. Un exemple qui vous intéressera sans doute, puisqu'on est un petit peu dans le cœur de l'émission, c'est que les albatros... en regardant Florence Moreno, notre linguiste. Les albatros, ça parie pour la vie. Et chez eux, c'est essentiel puisque ils vont commencer à se reproduire vers l'âge de 14-15 ans à peu près. Ils vont continuer jusqu'à l'âge de 60 ans. Mais faire un petit tous les 2 ans est vraiment presque un exploit pour eux. C'est un énorme travail de couver le petit, de s'en occuper, etc. Et ils le font à tour de rôle. L'un des parents couve, l'autre part en mer pour se nourrir, revient, alterne, etc. Et on a des couples parfaitement classiques de mâles et de femelles, mais on a des couples aussi de femelles-femelles qui ne sont pas des couples homosexuels du tout, mais qui sont des couples parentaux. Donc les albatros prennent des années à se décider pour vivre ensemble. Pendant des années, ils vont se retrouver, les jeunes vont se parler, ils vont faire ce qu'on appelle du gaming, c'est-à-dire qu'ils vont faire un peu comme Jacques a dit. Au fur et à mesure, ils font les mêmes signes, les mêmes symboles, ils se parlent, ils échangent, le langage est important pour eux. Et au bout d'un moment, ce langage les amène à communier presque comme des âmes sœurs. Ils vont partir 1 an en fiançailles en mer, et s'ils s'entendent bien au bout d'un an, ils vont revenir et à ce moment-là commencer à élever leur famille, donc tous les 2 ans se retrouver. Et ce couple est fondamental puisque si l'un des albatros ne revient pas pour prendre la place de l'autre, le petit va être perdu, et donc pour la colonie c'est une perte essentielle. Oui. Alors ça c'est une des histoires, des nombreuses histoires qui sont racontées dans cette exposition à travers vos photos et celles d'autres photographes qui ont participé. Mais il n'y a pas seulement l'image, il y a aussi la volonté de nous emmener à la découverte de cette biodiversité par les oreilles. Alors là, on a un exemple. Alors c'est une bande son. On nous plonge vraiment dans la biodiversité. C'est une bande son qui a été enregistrée par qui d'ailleurs ? Alors par Philippe Barbeau et Martin Todisco de Gorilla Sound. On les connaît pour des films comme Océan, Le Peuple Migrateur, Microcosmos. Et donc en fait, on leur a donné carte blanche pour un voyage sonore. Et de ce voyage sonore, on voulait qu'il emmène en fait nos visiteurs aux 4 coins du monde, aussi bien dans les airs que sous l'eau. Et là,
En l'occurrence, qu'est-ce qu'on entendait on vient d'entendre mon préféré, c'est le crapaud accoucheur. Oui. Et j'adore cette petite mélodie flûtée. Il y a plein de sons qui sont étonnants et qui sont aussi divers que les raisons de communiquer de façon sonore dans le monde animal, pour effrayer, pour séduire, pour parader, pour témoigner de son inquiétude. Et donc on entend tout ça, des grésillements du criquet de Sibérie au cliquetis du grand cachalot sous l'eau. Ouais, alors nous on en a choisi quelques autres. Tiens, celui-là par exemple. Est-ce que vous les reconnaissez à l'oreille? Non, ça c'est un oiseau. C'est un oiseau, effectivement, c'est une cigogne blanche. Et ce qui est formidable dans tous ces sons, c'est qu'à chaque fois, évidemment, ils communiquent, mais ils ne disent pas exactement la même chose. Tout à l'heure, avec les crapauds accoucheurs, on était plus dans la parade nuptiale, si j'ai bien compris. Là, on se salue, on est dans la communication, on est moins dans la séduction, plus dans la communication. On est dans la rencontre, on est dans les retrouvailles peut-être. Ouais. Claquement de bec, pardon. Alors on peut être aussi dans l'inquiétude avec ces sons. Voici une marmotte des Alpes. C'est le cri d'alerte en fait. C'est la sirène d'alerte. Le sifflement. Ouais, sifflement d'alerte de la cigogne. Alors, on en écoute un dernier qui est censé nous impressionner, qui a quand même quelque chose d'un peu grotesque. Vous nous direz après ce que c'est. Alors là, on est dans la forêt. C'est un orang-outan qui fait ce bruit-là. Une femelle orang-outan qui produit ce son pour effrayer les prédateurs qui viendraient embêter ses petits. Ouais. Alors là, ça nous fait un peu sourire, mais peut-être qu'en pleine jungle, face à un orang-outan, oui, je pense, on serait peut-être plus impressionné. Plus intimidé. Donc on fait les malins dans notre studio de radio, mais peut-être qu'effectivement ça marche sur le terrain. Le but de cette exposition, c'est d'étonner, c'est d'émerveiller, c'est de susciter la curiosité. On se rend compte qu'on connaît encore très mal ce monde animal. Il y a beaucoup de belles choses sur Terre. Ouais. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à Jupiter pour découvrir des merveilles. Et on peut faire les deux. On peut faire les deux. N'opposez pas les choses. Non, au contraire. Je suis absolument passionnée par l'astronomie également. Mais sur Terre, on a tellement de belles histoires à partager. On a aussi des grands bonheurs à découvrir ces histoires, à les vivre, pour nous à les partager, pour le public à les découvrir. Et c'est vraiment quelque chose où on a voulu faire vivre notre passion, les emmener avec nous. Donc c'est très accessible. Des interactions insoupçonnées entre les espèces. Exemple, alors le paresseux dans sa fourrure, c'est un vrai écosystème à lui tout seul. Le paresseux inouï, le nombre de papillons, de coléoptères qu'on peut trouver ou de scarabées qu'on peut trouver dans sa forêt. On l'appelle le HLM insecte, le paresseux. C'est absolument génial. Parce que c'est sa façon de se cacher en fait, de disparaître aux yeux des prédateurs, d'être totalement mimétique. Donc en fait, il se confond avec son arbre et sa fourrure est couverte d'une algue qui lui permet d'être vraiment, vous le voyez pas, c'est le cauchemar du photographe. Vous pouvez passer un temps fou. D'abord, il est planqué tout en haut et derrière les feuillages, mais vous le voyez pas. Et dans ces algues vivent toute une faune, des milliers de papillons, d'insectes, de mouches, qui descendent avec lui quand il descend toutes les 3 semaines de son arbre pour faire ses petits besoins au pied de son arbre. Donc il y a une mouche, par exemple, qui en profite pour aussi descendre, pondre ses œufs, remonter dans son taxi et revenir avec lui en haut de son arbre. Il va tellement lentement, cet animal, heureusement qu'il a trouvé des moyens de se camoufler parce que oui. Il est facile à attraper, et vraiment, il est tout doucement, le paresseux. Économie d'énergie maximale. C'est du développement durable, on va dire. C'est du développement durable. On emploie ces termes parce que l'exposition fait aussi la part belle au biomimétisme, c'est-à-dire cette façon de s'inspirer du vivant pour trouver des solutions pour nous, les humains, dans notre vie de tous les jours. Alors, il y a aussi tout un tas d'exemples qu'on peut donner. Voilà, on a voulu viser beaucoup d'inspiration de la nature, donc le biomimétisme, la bio-inspiration, c'est un des exemples les plus extraordinaires. C'est comment toutes nos sciences, nos technologies, la médecine s'inspirent des espèces. Alors on peut penser par exemple, je vais prendre un exemple, on a présenté une très belle photo d'un crocodile américain qui pour une fois est vu sous l'eau. C'est une des photos de Fabrice Guérin, un de nos photographes du collectif, donc une photo incroyable. Et le crocodile, vous savez qu'il a une armure qui peut éloigner les lances, les balles de fusil, etc. Mais le crocodile voit par cette armure également. Il a en fait une peau qui est ultra sensible et il peut déceler le moindre mouvement dans l'eau. Donc en fait, il voit avec tout son corps. Sous cette armure, il a il se crée une image mentale à partir de... il a un réseau sensible, en fait. Il a des capteurs qui sont tout le long et il sait exactement à quel moment l'eau a bougé.
Et ça lui permet de saisir à la vitesse de l'éclair toutes les proies qui passent autour de lui. Vous émerveillez Florence Monreno, qu'on entend s'extasier devant le crocodile. Florence, il faut venir nous voir quand nous aurons présenté également l'aspect matriarcal, puisque l'une des idées aussi de notre exposition, c'est de valoriser les espèces entre guillemets moches et mal aimées. Oui. Par exemple, les hyènes, c'est une société extraordinaire, une société matriarcale, et qui fonctionne très très bien. Un sujet passionnant. Donc, ça vous inspire? Vous irez au Havre, Florence Monreno. Allez, l'exposition est à découvrir jusqu'à quand, Alice Michonnet? Jusqu'au 10 mars de l'année prochaine. D'accord. Elle s'adresse à tous les âges, c'est très familial. Oui, complètement. Pour un enfant de 3 ans, c'est un extraordinaire imagier. Et puis, pour les plus amateurs, il y a possibilité d'aller vraiment au fond des choses. Et puis, il y a des ateliers pour les enfants. Des ateliers, une programmation de rencontres, de projections. Ouais. Il faut s'inscrire pour les ateliers? Pas nécessairement. Il faut se présenter et on trouve toujours de la place. Le génie de la nature à découvrir en famille au Muséum d'Histoire Naturelle du Havre. Merci Alice Michonnet et Sabine Bernert. Dans un instant, avec l'anthropologue Marc Auger, on s'intéresse au petit bonheur dont nous avons un besoin vital.